Dimanche 25, sur le couronnement, décret de Berlin et de Milan, grande cause de la haine des Anglais. Le temps s'est remis tout à fait au beau. L'empereur déjeunait sous la tente et nous y a tout fait appeler. La conversation conduit à parler des cérémonies de couronnement et demander des renseignements à l'un de nous qui y avait assisté et qui n'a pu le donner. Il les a demandés à une autre, mais celui-ci n'y avait pas été. Où étiez-vous donc alors, lui a dit l'empereur. Sire, à Paris. Et comment? Vous n'avez pas vu le couronnement? Non, sire. L'empereur, alors le regardant de travers et s'assisant son oreille, lui a dit, vous seriez-vous avisé de faire l'aristocrate à ce point? Mais sire, mon heure n'était pas venue. Mais vous avez du moins vu le cortège? Ah, sire, si ma curiosité le emportait, j'aurais couru du moins à ce qu'il y avait de plus digne, de plus précieux à voir. Et je ne dois rien diminuer ici de mon mérite et de mes torts. Je vais pourtant un billet et j'aimais mieux en faire hommage à la dame anglaise dont je parlais dernièrement à votre majesté, laquelle, par parenthèse, y attrapa une rhume dont elle manqua à mourir. Moi, je restais tranquillement chez moi. Ah, c'est trop fort, dit l'empereur. Les vilains aristocrates. Comment? Vraiment, vous en étiez à ce point? Et là, oui, sire, a repris l'accusé. Et pourtant, me voici près de vous, et à Sainte-Hélène. Et l'empereur, lâchant l'oreille, a souri. Après déjeuner, il m'est venu un capitaine de l'artillerie anglaise ayant été 6 ans à l'île de France. Il devait partir le lendemain pour l'Europe. Il m'a supplié sur 1000 formes et 1000 manières de lui obtenir le bonheur de voir l'empereur. Il eût, disait-il, donné tout au monde pour une telle faveur. Sa reconnaissance serait sans borne. Nous avons causé fort longtemps. L'empereur faisait son tour en calèche. À sa rentrée, j'ai été assez heureux pour remplir les vœux de l'officier anglais. Il a été reçu plus d'un quart d'heure par l'empereur. Il en était ivre de satisfaction, n'ignorant pas que cette faveur devenait chaque jour plus rare. Tout l'avait frappé, disait-il, au dernier degré dont l'empereur cétrait son affabilité, le son de sa voix, ses expressions, les questions qu'il avait faites. C'était, me disait-il, un héros, un dieu. Le temps était délicieux. L'empereur continuait de se promener dans le jardin, entouré de nous. Il discutait sur le non-succès de la négociation de l'un de nous, chose que l'empereur avait jugée des plus simples et qui s'était trouvée des plus délicates pour les négociateurs. Il s'était agi de proposer un papier des officiers anglais pour qui, le publiant en Angleterre, l'empereur se quittait de sa censure avec sa logique ordinaire, avec l'esprit et le sel qui lui sont familiers. Toutefois, il en était fort contrarié, sa conversation est devenue forte, il a poussé jusqu'à l'humeur, et c'était peu la première fois peut-être que la passion en éprouvait les marques. Enfin, a-t-il conclu, ce que vous proposiez là à d'autres. Monsieur, après tout, vous l'eussiez accepté vous-même à leur place? Non, sire. Comment non? Eh bien, a-t-il ajouté d'une manière réprobative, vous ne seriez pas mon ministre de la police? Et votre majesté aurait raison, a répliqué vivement celui-là, qui était ému à son tour.
Je ne me sens sous aucune disposition pour un tel poste un instant avant le dîner. L'empereur, les voyant entrer au salon, et dit: Ah, voilà notre petit officier de police, venez approcher mon petit officier de police. Est-il à pincer son oreille, bien que des heures suffisant écoulées depuis la conversation vive? L'empereur se le rappelait. Il savait, c'est lui, qu'on avait un tel objet très sensible. A-t-il été visible qu'il voulait en effacer l'impression? Voilà de nuances caractéristiques, celles qui ressortent des objets les plus petits sont les plus naturels, les plus sûrs. Après le dîner, la conversation a conduit l'empereur à parcourir le sujet spécial de sa querelle maritime avec l'Angleterre. La prétention de Blocus sur le papier, disait-il, oui, voilà mon fameux décret de Berlin. Le Conseil britannique, dans sa colère, lance ses arrêts et s'établissait au contrôle sur les mers, riposté aussitôt par le célèbre décret de Berlin qui dénationalise son tout pavillon qui se soumettrait aux actes anglais. Et c'est alors que la guerre devint en Angleterre vraiment personnelle. La rage contre moi, c'est si tout ce qui tenait au commerce. L'Angleterre s'indigna d'une lutte et d'une énergie qu'elle ne connaissait pas. Elle avait toujours trouvé ceux qui m'avaient devancé plus complaisance. L'empereur plus tard développé les mesures bues par l'escale. Il avait forcé les Américains à se battre contre les Anglais. Il avait trouvé le moyen, disait-il, d'attacher leur intérêt à leurs droits. Car c'est pour les premiers qu'on se bat, disait-il, beaucoup plus que pour les secondes. Aujourd'hui, l'empereur s'attendait, disait-il, à quelques tentatives prochaines des Anglais sur la souveraineté des mers, à quelques octrois universels. C'est pour eux, disait-il, un des grands moyens d'acquitter leur tête de sortie de l'abîme où ils se trouvent plongés. En un mot de se tirer d'affaire, s'ils ont parmi eux un génie hardi, une tête forte, ils doivent entreprendre quelque chose de la sorte. Personne ne saurait s'y opposer, et ils pouvant présenter la chose avec une espèce de justice. Ils sont fait valoir que c'est pour le salut de l'Europe qu'ils en sont arrivés là, qu'ils ont réussi. Qu'on leur doit quelques récompenses. Et puis, il n'est plus en Europe des vassaux des guerres qu'elle est leur. Il règne aujourd'hui des faits sous la mer. Il n'existe plus des droits publics. Quand l'équilibre est rompu,